Aujourd'hui, mon but, ça va être vraiment de vulgariser un petit peu les aspects scientifiques de la charge d'entraînement pour que vous, quand vous allez travailler avec des joueurs, etc., vous ayez conscience de cet aspect. La fatigue va avoir un impact sur l'aspect physique qui va avoir un impact sur la performance globale de l'individu. Et donc, comment estimer la fatigue ou gérer la fatigue et estimer l'évolution des qualités physiques? Au final, c'est à travers le monitoring. En gros, le monitoring, c'est la quantification de l'activité physique qui va permettre de contrôler et d'adapter la charge. Est-ce que je diminue? Est-ce que, par exemple, je lui fais un entraînement spot-up? Au contraire, on va augmenter sa qualité, son travail. On va lui mettre de la course, on va lui mettre des tirs en mouvement, on va le faire sprinter, on va rajouter du cardio un petit peu dans son entraînement. Tout ça, ça va être un peu dicté ou ça va être influencé par ce monitoring. En tant que joueur, évidemment, on peut avoir le sentiment où on s'est bien entraîné, où on se sent bien physiquement, mentalement, et techniquement, voilà, sur tous les aspects de la performance. Le préparateur physique va venir nous voir en disant « Je pense que tu peux encore envoyer plus, je pense que tu peux faire plus », ou là, au contraire, essaye de diminuer un petit peu parce que les données, depuis quelques semaines, commencent à être un petit peu difficiles, on va dire, et il y a un risque de blessure qui peut s'accroître. Et quand je dis risque de blessure, ça peut être des choses, retomber sur un pied, mais c'est peut-être pour vous quelque chose qu'on ne peut pas anticiper, mais la fatigue va forcément augmenter ce risque-là, ce potentiel-là. La meilleure façon de recruter un joueur, c'est de l'avoir plusieurs jours avec toi. Ce que tu lui dis le lundi, si le mardi il revient, il s'en rappelle, déjà c'est super. Voilà. Déjà, s'il vient les 5 jours, il fait les 2 entraînements par jour, il est tout le temps à l'heure, voilà, on ne repart pas à zéro tous les jours, ça donne des très bonnes indications. Il n'y a rien de plus beau pour l'entraîneur que quand vous regardez vos 12 joueurs, vos 15 joueurs, et les mecs, vous les sentez qui vous suivent, quoi. C'est ça, tu vois, quand on entraîne de façon collective, c'est ça qui fait plaisir, quoi. Après, à la fin, vous allez gagner, vous allez perdre au buzzer alors que les mecs se sont arrachés, vous allez gagner de 3 points alors que vous étiez 3 fois plus fort que l'équipe adverse et que vous auriez dû gagner de 30. Après, c'est pas ça qui fait de vous un bon entraîneur. C'est bien choisir les gens, bien choisir les joueurs que vous allez prendre, parce que ça aide, c'est sûr. Et derrière, voilà, quand ça adhère, c'est du bonheur pour moi. Ça veut dire que les baskets, l'équipe de basket, le club de basket, c'est surtout une ambiance de travail. Et ce qu'il faut faire pour moi, c'est construire l'ambiance de travail. Soyez prudents là-dessus parce que si à un moment donné vous voulez travailler, aller vers des pros, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps. Et le temps, il faut arrêter d'être pressé. Il faut prendre son temps et bien travailler avec chaque personne avec qui vous allez être. On avait des bons intervenants toute la journée. Moi, ce que j'ai trouvé le plus sympa, c'est de se retrouver avec un préparateur physique, un joueur, dans la même journée le directeur sportif, sans oublier un head coach, et que j'ai l'impression qu'on a fait vraiment tout le tour du staff. Tous les feedbacks qu'on a pu recevoir toute la journée, c'était ultra enrichissant pour tout le monde. Et déjà aussi de savoir que chacun a pu prendre le temps de venir, d'expliquer. Et puis ce qui était super intéressant, de donner son point de vue aussi sur le coach individuel et ce que chacun attendait du coach individuel. Franchement, c'était top. Voilà, l'idée c'était de dire, ok, SMART, qu'est-ce que c'est? C'est de trouver des objectifs, l'objectif spécifique. C'est ce que vous voulez réellement travailler. La vraie question, c'est qu'à un moment donné, il va falloir mesurer. C'est-à-dire aujourd'hui, de quoi on parle pour vos équipes que vous entraînez, combien ils jouent de pick and roll, de possession par match. Derrière, de se poser la question, est-ce que mon objectif, finalement, il est atteignable? Si aujourd'hui, je décide de parler de tir à 3 points, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, est-ce que c'est mesurer aujourd'hui l'impact d'un joueur sur son tir à 3 points, je ne sais pas, sur toutes les situations de close-out, d'être environ à 40%. Donc ça, c'est ce que je dis, mais est-ce que c'est atteignable? Moins sûr. Le réalisable, c'est juste d'essayer de recontextualiser réellement si mon objectif il est réalisable dans une situation de match. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si je parle de pick and roll, est-ce qu'à un moment donné, le joueur joue des situations de pick and roll pendant les matchs? Est-ce que finalement, c'est clairement réalisable? Est-ce que dans la temporalité, comment on va s'inscrire? Est-ce que c'est un thème qu'on va peut-être mettre sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines? Je sais pas. Mais par contre, ça va vous permettre de mettre du sens. Je m'explique. Ça évite en fait tout simplement de faire des séances popcorn. Tiens, j'ai une idée ce matin, je me suis levé et je me suis dit que ce serait bien qu'il travaille ça. Wow, attention, ça c'est quand même touchy. C'est toujours bien d'amener un thème, d'amener des objectifs qui peuvent être à un moment donné inscrits dans le temps. Sinon, comment avoir du gain?
le rôle du coach individuel quand vous faites par exemple du jeu posté avec un joueur intérieur. Alors pas forcément avant l'entraînement des pros, mais par exemple, quand même, il faut lui donner un bagage technique à votre joueur intérieur. Parce que bon, le post-up fait partie du jeu. Là, je vais pas parler forcément du mismatch, d'accord? Je vais mettre dans le contexte, joueur intérieur, duel, espoir. Tu es coach individuel, il est joueur, c'est ton joueur intérieur. Comment tu lui passes la balle? Moi, j'ai beaucoup appris au fur et à mesure, c'est que ce que lui va faire, c'est primordial pour lui dans ses fondamentaux. Ok, joue, redonne. Top, très bien. Il a fait 2 types de passes, une très forte. Donc pour moi, quand la passe elle est très forte sur cette main ici, c'est sans doute qu'il l'a dans son dos, on est d'accord. Mais le problème, c'est quand tu fais une passe à terre dans cet espace, c'est que lui, généralement, il est où le défenseur? Il est 3/4 fort un petit peu. Et le problème, vas-y. Donc, quand vous faites une passe à terre, il faut sensibiliser le joueur intérieur. Quand il y a rebond, il y a un rebond sur le sol. Lui doit, dès qu'il y a le rebond, le ballon touche, petit saut à la balle. Si tu te mets comme ça, c'est que généralement, il y a un mec qui veut te casser la gueule vers là. Et là, on a le travail j'appelle ça, moi, le balai du joueur intérieur. Si lui, il veut aller vers là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bouger. Voilà, tu bouges en fonction. Si je veux aller de l'autre côté, moi, je vais aller vers là, tu vas vers où? Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Et en fait, il faut se servir de ça. Leur dire aujourd'hui que le joueur intérieur, ses appuis, sa posture, sont primordiales dans les fondamentaux. Parce que tu peux travailler les plus beaux moves, si le joueur intérieur, il ne perçoit pas ça, c'est compliqué. Et en plus, ce qui est compliqué pour lui, pas l'oublier dans le contexte, il est dos au panier et non face. Et si un joueur cherche à venir, d'accord, par la raquette ici, je bouge à la... Ah ouais. Et lui, son rôle, c'est de jamais arrêter son dribble, de pas se rapprocher de moi, d'ouvrir un angle de passe et de faire une passe désaxée. On est dans la construction de fondamentaux, d'accord, de routine. Aujourd'hui, quand un joueur intérieur va s'entraîner avec l'équipe professionnelle, j'ai 20 minutes avant, il va te demander des choses plutôt simples. Évidemment, en termes de défense, il va te demander des écrans de retard. Donc, va falloir que tu sois réveillé. Donc, aujourd'hui, dans tes activations, à chaque fois que tu shootes, s'il y a un manque derrière, tu dois être capable de prendre le rebond. Ça t'active. Tu dois être capable de traverser le terrain le plus rapidement possible, rim run, s'il y a besoin, aller poser un écran, toucher, parce que c'est ce qu'il te demande le coach pro. Déjà, ça amène des choses. Parler en défense. Donc, évidemment, toi, tu vas pas travailler tout pendant 20 minutes. Tu vas essayer de cibler. Par exemple, moi, le joueur qui vient 20 minutes avant l'entraînement des pros, moi, ce qui est important, c'est que le joueur soit déjà activé physiquement. Une routine physique, ça peut être sa petite routine technique qu'il a effectuée seul, qui fait que le gars, il est déjà prêt, quoi. Être sur le terrain, c'est vraiment permettre de comprendre, pouvoir voir. Et si tu me dis quelque chose, je vais l'entendre, je vais le comprendre. Peut-être moi j'ai besoin de le voir, peut-être en fait j'ai besoin de réfléchir. Et donc le fait de pouvoir être sur le terrain, c'est donner plus de chances à la compréhension, plus de chances de recontextualiser une fois qu'on est en dehors de la formation. Moi j'ai adoré le fait qu'on parle avec des vrais professionnels. Voilà, les noms des personnes qui étaient là, c'est des gens qui sont sur le haut niveau, sur le très haut niveau. Les thèmes ensuite étaient très précis et ça nous permet d'amener vraiment des choses qui nous servent au quotidien et qui contextualisent le quotidien. C'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui se passe autour, qu'est-ce que c'est le monde du haut niveau.